Elle a lâché, l'appart ce week-end est à moi, pas de question, et ce que j'ai découvert après a brisé ma confiance en exposant une situation cachée bien plus troublante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Camille me lança ça comme un fait accompli juste entre deux bouchées, au dîner chez ses parents à Lyon, où je sentais depuis 20 minutes leur regard peser sur moi comme si j'étais invisible. Sa sœur Léa lança à voix haute, « Tu devrais être content que Camille te supporte encore. » Tout le monde éclata de rire, y compris Camille. Je serrai les dents en silence. Plus tard, à l'appartement, elle me dit d'une voix neutre. « J'ai besoin de l'appartement ce week-end. » Point. Pas de question. C'est mon appartement, Camille. Je sais. Mais j'en ai besoin quand même. Tu peux rester chez ton ami ou à l'hôtel. Je paierai la moitié. Elle n'avait jamais proposé de payer avant. Ces dernières semaines, elle partait dans une autre pièce pour ses appels, effaçait des messages quand elle croisait mon regard. Et maintenant, elle me demandait de disparaître 3 jours? Une boule d'inquiétude se forma dans ma poitrine. Je commandai une petite caméra déguisée en chargeur. Pas pour la méchanceté, mais pour obtenir des réponses. Pour enfin comprendre ce qui se passait réellement. Vendredi, je claquai la porte exprès, assez fort pour qu'elle entende, comme si je partais. En réalité, je pris la route pour Marseille, m'installer chez un ami et allumer l'application de la caméra immédiatement. Au début, rien. Camille mangeait des pâtes, regardait une série, déambulait dans l'appartement. J'étais presque prêt à me convaincre que j'avais imaginé tout ça. Puis, à 22h18, la porte s'ouvrit. Antoine entra. Grand, sûr de lui, avec des montres chères et un air qui n'admettait aucune contestation. Camille se précipita vers lui et l'embrassa avec une telle intensité que j'avais l'impression d'être invisible, un décor temporaire dans sa vie. Enfin, pas d'hôtel ce soir, murmura-t-elle. Il avait apporté une bouteille de vin, elle alluma des bougies. Ils riaient, s'embrassaient, s'installaient sur mon canapé, celui que j'avais assemblé moi-même, pièce par pièce. Ils passèrent la nuit à parler, à se tenir proches. J'observais tout à travers l'écran, le cœur serré, les doigts crispés sur mon téléphone. Le lendemain matin, je les vis préparer le petit déjeuner sur ma cuisine, leurs gestes parfaitement synchronisés, leur rire remplissant l'espace que je croyais n'appartenir qu'à nous. Chaque détail, chaque sourire, chaque touche semblait une provocation silencieuse. Je fis des dizaines de captures d'écran, chacune plus douloureuse que la précédente. Puis je remarquai quelque chose qui me fit trembler, à son doigt, une bague en or qui brillait sous la lumière de la cuisine. Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Marié? Fiancé? Quel était son statut exact? Je cherchais des indices. Sur son blazer, un logo d'entreprise. Une rapide recherche sur le site me donna la réponse, une photo de profil, son titre officiel, et dans sa biographie, fiancé. Et là, une autre image, celle de sa fiancée, Chloé. Heureuse, rayonnante, préparant un mariage à Nice. Mon sang se glaça. Elle devait savoir. Chloé devait connaître la vérité. Et moi, j'étais là, impuissant, regardant ce que j'avais toujours cru être mon monde s'effondrer sous mes yeux. Chaque capture d'écran, chaque détail sauvegardé me confirmait que quelque chose dans cette relation était profondément faux. Camille n'était pas seulement distante ces dernières semaines, elle jouait un rôle, et moi, je n'étais qu'un spectateur trompé. Mon instinct, ma colère et mon sens de la justice commençaient à s'éveiller. Il fallait que je découvre toute l'étendue de ce mensonge avant de réagir. La nuit suivante, je passais des heures à retracer les détails, à noter chaque mouvement, chaque objet déplacé, chaque message qu'elle avait supprimé. Tout s'assemblait en un puzzle sinistre, mensonge, secret, et une trahison soigneusement orchestrée. Je me promis une chose, cette fois, je ne resterai pas spectateur. J'envoyai à Chloé l'enregistrement le plus calme possible, poli et respectueux, qui j'étais, ce qui s'était passé, ce qu'elle allait voir dans le dossier. Je laissai les faits parler, sans colère, juste avec précision. Le dimanche, l'enfer commença. Camille appelait sans arrêt, et Antoine aussi. À travers la caméra, je voyais leur panique totale, courant partout dans mon appartement comme des ombres prises au piège. Les notifications s'enchaînaient. Réponds, c'est important. Tu te comportes comme un enfant. Arrête d'ignorer. Chaque message faisait grimper la tension, mais je restais calme. Je savais que ma réaction dictait le tempo. Lundi matin, je rentrais. L'appartement sentait étrangement les parfums étrangers.
J'attrapais des boîtes et commençais méthodiquement à emballer toutes ces affaires. Puis, avec un simple mouvement, je changeais les serrures. Le soir même, Camille se présenta, furieuse. Son passe n'ouvrit rien. Tu es FOU. Hurla-t-elle. Non. Je suis juste celui qui a enfin ouvert les yeux, répondis-je, posé. Tu nous as filmés? Sans permission? C'est MON appartement, rappelai-je, sans hausser le ton. Sa sœur Léa arriva peu après et se mit à crier devant les voisins. Monstre? Espion? Je levai les yeux, calme, et simplement dis. Prenez vos boîtes. Sortez toutes les deux. Cette nuit-là, je reçus un message de Chloé. Ces mots étaient prudents mais sincères. Merci. J'ai rompu mes fiançailles. Mais fais attention, il dit que tu as tout fabriqué. Je souris doucement. Tout ce chaos n'était pas pour moi une victoire cruelle. C'était la vérité exposée, nette et implacable. La rage et la confusion des autres ne changeaient rien au fait. Chaque capture, chaque message, chaque preuve me rendait maître de la situation. Je ne criais pas, je ne suppliais pas. Je laissais la réalité parler pour moi. En repensant à ces semaines, je compris combien j'avais été patient, combien j'avais ignoré les signaux, et combien, en restant calme, j'avais conservé ma dignité intacte. Pendant que Camille et Antoine couraient dans l'ombre de mon appartement, je savais qu'une fois le silence revenu, c'était moi qui tiendrais les rênes. Je passais la soirée à organiser mes preuves, les messages, les vidéos, chaque capture. La colère avait laissé place à une stratégie. Ce n'était pas une revanche bruyante, mais un calme implacable. Les leçons étaient claires, certaines vérités ne s'imposent qu'avec patience, rigueur et un peu de distance. Le véritable cauchemar commença. L'ami de Camille apparut dans le hall de mon immeuble, hurlant que j'étais un « psychopathe » qui « filmait tout ». Les voisins regardaient, certains surpris, d'autres choqués. Mais je restais immobile, laissant ces accusations se dissoudre dans l'air comme des bulles. Peu après, je reçus une lettre d'un « avocat ». La police aurait ri. Ma cousine, juriste à Paris, éclata de rire en voyant le document. Même pas digne d'un vrai papier juridique, dit-elle. Puis Antoine fit irruption, à mon travail. Il voulait régler ça entre hommes. Je gardai mon calme, montrant seulement que son intrusion était déplacée et inacceptable. Les semaines suivantes furent une succession de pressions, d'appels incessants et de menaces déguisées. Puis, le pire arriva. Un soir, je rentrai chez moi et vis que ma porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était en désordre, mes tiroirs ouverts, mes affaires déplacées. Les caméras du hall révélèrent la supercherie, Camille s'était faufilée dans l'immeuble en se tenant à un autre résident. Je composai immédiatement le 17. La police arriva, constata les faits et rédigea un rapport. Le lendemain, je déposai une demande d'ordonnance restrictive. Lors de l'audience, Camille se présenta avec sa mère et ce même avocat, factice. Le juge ne prit que 5 minutes pour trancher. Ordonnance restrictive pour 1 an. Distance minimale de 150 mètres. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Camille éclata en sanglots. Sa mère criait, hurlant que j'avais détruit la vie de sa fille. Non. Ce n'était pas moi qui avais détruit une vie. Ils avaient détruit la mienne. Chaque intrusion, chaque mensonge, chaque manipulation avait été une tentative de me priver de mon espace, de ma tranquillité et de ma dignité. Mais le juge venait de rétablir l'ordre. Assis dans le silence du tribunal, je réalisais combien la patience et la rigueur avaient payé. Pas de colère inutile, pas de cris. Juste des preuves, des faits, et la loi de mon côté. La tempête extérieure continuait, mais à l'intérieur, un calme étrange s'installait, je reprenais le contrôle, morceau par morceau. Cette expérience laissa des cicatrices, mais elle enseigna une leçon précieuse, face à la manipulation et à l'intrusion, la force n'est pas dans le cri, mais dans la maîtrise, la préparation et la précision. Camille et ses alliés avaient essayé de me briser, mais c'était leur propre chaos qui se révélait devant le tribunal. Et dans ce calme retrouvé, je savais que le véritable pouvoir résidait dans la dignité et le silence stratégique, plutôt que dans l'agitation ou la vengeance hâtive. Un mois passa dans un calme relatif. Le silence était presque irréel après le chaos des semaines précédentes. Je commençais à respirer de nouveau, à penser que la tempête était derrière moi. Puis, un message arriva, venant prétendument de Camille, mais envoyé par sa sœur, violation de l'ordonnance.
Camille avait été arrêtée, passé une nuit au poste, et désormais placée sous surveillance. L'ironie me fit sourire, la manipulatrice devenue surveillée. Antoine, quant à lui, perdit son emploi dans sa société à Lyon. Trop de rumeurs circulaient, trop peu de professionnalisme, et ses liens avec Camille avaient suffi à ruiner sa réputation. Puis vint un message inattendu de Chloé. Il est venu chez moi avec des fleurs, suppliant que je le pardonne. J'ai appelé la police. Tout semblait se mettre en place, mais alors arriva une étrange livraison. Une petite boîte, sans nom, sans expéditeur. À l'intérieur, une clé USB. Curieux, je l'insérai dans mon ordinateur. Les images étaient nettes, un café à Marseille. Camille et Antoine, en plein affrontement, hurlant l'un sur l'autre. Camille criait. « Tu avais promis que tu quitterais Chloé pour moi. »« Je n'ai rien promis. »« Tu l'as inventé toi-même, » répliqua Antoine. Elle lui lança du café au visage, et lui éclata de rage en retour. Les éclats de colère, la frustration et la trahison exposés au grand jour. Je regardais, pensant à qui avait pu m'envoyer cette vidéo. Était-ce un ami de Chloé? Ou un témoin anonyme? Peu importait. Ce que je voyais était suffisant, ils s'effondraient l'un après l'autre, victimes de leur propre manipulation, de leur entêtement et de leurs mensonges. Et étrangement, c'était douloureusement satisfaisant. Pas de vengeance active, pas de cri de ma part. Juste le constat que les conséquences avaient atteint ceux qui les méritaient. Je laissais la vidéo tourner, silencieux, observant le chaos qu'ils s'étaient infligé à eux-mêmes. Enfin, pour la première fois depuis des mois, je me sentis libre. Pas triomphant, pas heureux, mais calme. Mon espace, ma dignité et ma tranquillité étaient enfin préservés. Les tempêtes avaient balayé la tromperie, et la vérité, implacable et silencieuse, régnait. Je posai la clé USB et respirai profondément. La vie reprenait son cours, mais je savais que je ne serais plus jamais aussi naïf. La patience, la précision et le calme avaient suffi à rétablir l'ordre. J'avais laissé le chaos derrière moi, et pour la première fois depuis longtemps, tout était à sa place. 3 mois plus tard, la vie avait retrouvé une étrange quiétude. J'avais remplacé le canapé, acheté de nouveaux draps, repeint les murs, chaque trace de ce qui s'était passé devait disparaître. Une nouvelle caméra trônait maintenant, visible, comme un avertissement silencieux, ici, la vérité à sa place. J'avais perdu quelques amis communs qui trouvaient que j'avais exagéré. Peu importait. Ce qui justifiait la trahison n'étaient pas des amis que je voulais garder. Chloé avait rencontré quelqu'un de nouveau. Elle souriait sur ses stories, heureuse. Et moi? Je recommençais doucement à sortir, prudemment. Mais une leçon était gravée en moi pour toujours, si quelqu'un te demande de quitter ton propre appartement pour le week-end, la raison est presque toujours celle que tu redoutes d'entendre. La méfiance n'est pas toujours paranoïa, parfois, c'est de l'intuition. Cette caméra, visible maintenant, était devenue ma liberté. Pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Je n'avais jamais cherché à nuire, je n'avais jamais cherché à humilier. J'avais simplement allumé la lumière. Et eux, ils avaient détruit tout eux-mêmes. Les mensonges, les manipulations, l'arrogance, tout s'était effondré sous leur propre poids. Moi, je restais ici, calme, tranquille, maître de mon espace et de ma dignité. La vie continuait, silencieuse mais intacte. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que je ne céderais plus jamais à la tromperie.